Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un grand honneur d'ouvrir cette dernière séance de séminaire Les livres des rois de Ferdowsi et les épopées sistaniennes que j'ai suivi avec intérêt tout au long de ce semestre. Je tiens à remercier en particulier Samra Azarnouch et Franz Grenet d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité à participer. Je suis un peu intimidée à l'idée de partager la scène avec les grands savants et chercheurs qui m'ont précédé et qui suivront. Comme il a été dit, je suis doctorante en fin de thèse à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, où je travaille sous la direction de Maria Choup, historienne, au sein de l'unité de recherche monde iranien et indien. Et je prépare une thèse en co-tutelle avec l'Università L'Orientale di Napoli, en Italie, puisque ma recherche s'inscrit au sein d'un projet archéologique dirigé par Roberta Giunta, qui est professeure à l'Orientale. Donc ma thèse porte sur un corpus d'inscriptions poétiques en langue persane moderne, produite à Ghazni à l'époque des Ghaznévides, donc entre le XIe et le XIIe siècle de notre ère. Et c'est un corpus que je cherche à replacer dans les contextes historiques et culturels dont il est l'expression, à savoir les contextes des cours musulmans de l'Iran pré-mongol. Aujourd'hui, je vais m'éloigner un peu du sujet de ma thèse pour vous parler des citations du Shahnameh dans l'épigraphie monumentale. L'épigraphie dite monumentale comprend les inscriptions réalisées sur des bâtiments civils, religieux ou funéraires. Je ne veux pas m'intéresser donc aux inscriptions mobilières réalisées sur des objets, comme les métaux, la vaisselle en céramique, etc. Les mondes iraniens médiévaux dont il sera question correspondent à un espace qui dépasse les limites géographiques de l'Iran contemporain pour inclure les territoires persanophones de l'Afghanistan actuel ainsi que des régions plus occidentales. Nous ferons notamment un détour en Anatolie. En ce qui concerne la fourchette chronologique, je vais m'intéresser au Moyen-Âge central de la périodisation occidentale et plus précisément à la période qui va de la composition du Shahnameh de Ferdowsi vers l'an 1000 jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc, avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vais revenir sur un thème qui a été évoqué par Delphine Miroudot dans la séance passée du séminaire, celui des généalogies fictives qui relient les premières dynasties musulmanes d'Iran à des ancêtres mythiques issus de la tradition épique iranienne. Ainsi, les gouverneurs tahirides du Khorasan vantaient déjà une descendance du héros Rostam. Les Safarides du Sistan se rattachaient à la lignée des souverains d'Iran qui va des légendaires Kayumars et Jamshid jusqu'aux Sassanides. La lignée des Samanides était dite descendre du commandant Bahram Choubin, qui usurpa les trônes sassanides en 589, et cela leur aurait permis de rivaliser avec les Bouïdes qui s'étaient appropriés les titres de Shahanshah et qui avaient dressé une généalogie les rattachant aux Sassanides Bahramgour. Donc nous remarquons que certaines des sources historiographiques que nous transmettent ces généalogies fictives, j'ai indiqué seulement la source principale, mais d'autres sources postérieures citent la même généalogie. Donc ces sources sont mises par écrit avant le Shahnameh de Ferdowsi. C'est le cas par exemple de Massoudi, de Narshahi, et même Biruni cite l'œuvre perdue de Abu Ishaq as-Sabi, composée au Xe siècle. Donc cela montre que les protagonistes de l'épopée iranienne étaient déjà très populaires dans la littérature du Xe siècle. Ce procédé de construire des généalogies fictives était devenu si commun à l'aube du XIe siècle que les dynasties d'origine turque centra-asiatique qui s'affirmèrent à cette époque n'hésitèrent pas à revendiquer, elles aussi, une descendance des figures légendaires de l'Iran ancien. En particulier, les Ghaznévides ont été rattachés à la lignée du dernier souverain sassanide, Yazdegerd III. Les Karakhanides et les Seljoukides ont fait remonter leurs origines à Afrasiyab, les rois légendaires du Touran, dans le Shahnameh, tout en mélangeant des traditions liées à l'épique iranienne et aux légendes stépiques. Finalement, la dynastie des Rourides, originaire de la région des Rour au centre de l'Afghanistan, s'est rattachée a posteriori à Zahok, un souverain arabe décrit comme un être monstrueux et un oppresseur dans le Shahnameh. Il est intéressant de noter qu'au moment de l'effondrement de l'État samanide en 999, les Ghaznévides et les Karakhanides avaient établi une frontière sur l'Oxus, qui bien sûr représentait déjà une frontière naturelle. À cette même époque s'est consolidée l'identification du Touran à la Transoxiane
des Touraniens autour des steppes. Ce n'est donc pas par hasard que les Karakhanides s'autoproclament Ale Afrasiob, maison d'Afrasiob. Et cette observation nous renvoie à une remarque que Franz Grenet a faite dans la première séance du séminaire. Il avait noté comme Afrasiob est un adversaire séduisant et comme les Touraniens ne sont pas perçus en tant qu'étrangers. Donc nous remarquons également que d'autres dynasties font remonter leurs origines à des personnages qui ne sont pas présentés sous un jour positif dans le Shahnameh, comme Baran Choubin et Zahok. Il s'ensuit que même l'identification avec l'usurpateur ou l'ennemi permet de rentrer à bon droit dans l'histoire de l'Iran. Un dernier point concernant les stratégies de légitimation des premières dynasties musulmanes orientales est qu'à côté des racines iraniennes, ces lignées mettent souvent en évidence leurs liens généalogiques avec des clans arabes éminents pour justifier leur pouvoir au sein du califat islamique. Cela a été bien souligné par Clifford Edmund Bosworth dans son article paru dans la revue Iran 1973, The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran, qui reste l'étude la plus complète sur le phénomène que nous avons qualifié de mythe des ancêtres. Samra Azarnouch nous a parlé, il y a 2 semaines, des diverses Shahnameh rédigés à l'époque samanide et de la descendance présumée de l'œuvre de Ferdowsi, d'un poème inachevé attribué au poète Daqiqi. Je vais raconter la suite de l'histoire de Ferdowsi, qui, en réponse au changement des équilibres politiques au tournant du XIe siècle, semble avoir cherché les soutiens des élites ghaznavides. Après avoir complété son Shahnameh en vers, il le présenta à la cour de Mahmoud à Ghazni, non sans y avoir intercalé plusieurs éloges de ses souverains. Toutefois, la tradition postérieure veut que l'accueil immédiat du Shahnameh était plutôt négatif. Mahmoud n'aurait donné qu'une rétribution modeste au poète, l'amenant à quitter ses territoires. Par déception, Ferdowsi aurait aussi composé une satire sur Mahmoud, dont plusieurs versions sont conservées dans les manuscrits du Shahnameh. Et cette tradition est principalement inspirée d'une anecdote transmise par Nizami Alouzi, dont je vais citer quelques extraits dans la belle traduction française d'Isabelle de Gastine, intitulée Les 4 discours. Donc, quand Ferdowsi eut terminé son poème, Ali Daylam en fit une copie complète et Abu Doulaf se chargea de la déclamer. Donc, Ali Daylam recopia en 7 volumes les livres des rois. Ensuite, Ferdowsi, emmenant avec lui Abu Doulaf, s'achemina vers la cour de Razna. Par l'intermédiaire du premier ministre Ahmad ibn Hassan, c'est le vizir de Mahmoud, il offrit son livre au sultan Mahmoud, qui l'accepta et en sous gré à Ahmad ibn Hassan. Mais le premier ministre avait des ennemis qui sans cesse jetaient la poussière de l'intrigue dans la coupe de sa réputation. Mahmoud délibéra avec ses gens sur ce qu'il convenait de donner à Ferdowsi. 50 000 pièces d'argent, répondirent-ils, et c'est encore trop pour un hérétique, un moutazilite. Donc Nizami Arouzi fait de Ferdowsi un rafizi, un chiite. Or, le sultan Mahmoud était un fanatique sur lequel ses intrigues eurent reprise. Il y prêta l'oreille. Bref, il n'échut à Ferdowsi que 20 000 pièces d'argent. Profondément affligé, Ferdowsi se rendit au bain. En sortant, il but un verre de bière. Puis, il partagea la somme reçue entre les baigneurs et les débitants des boissons. Mais connaissant la sévérité de Mahmoud, il quitta Razna dans la nuit. Gagnant Herat, il s'y réfugia dans la boutique d'Ismaïl le papetier, père du poète Azraqi, et s'y tint caché 6 mois. Cependant, les policiers de Mahmoud arrivèrent jusqu'à Tous, puis s'en retournèrent. Quand Ferdowsi se sentit en sûreté, il revint à Tous, emportant son livre de roi, et de là se rendit au Tabaristan, auprès du prince Shahriar. Donc c'est un souverain de la lignée bavandide, mais qui par contre a vécu avant, donc ça serait un anachronisme, de cette source qui en fait souvent d'anachronisme. Donc alors Ferdowsi écrivit contre le sultan Mahmoud une satire descente listique, préface au livre des rois. Et Ferdowsi remit la satire au prince, donc Shahriar, qui la fit détruire pour sauver la réputation de Ferdowsi. De son côté, le poète supprima son manuscrit, dont il ne subsiste aujourd'hui que les 6 distiques suivants. Et Nizami Arouzi cite des vers issus de cette satire qui après s'est agrandie
dans les manuscrits du Shahnameh jusqu'à compter 100 vers ou plus. Et la fin de l'histoire est aussi intéressante parce qu'on raconte qu'un jour, Mahmoud entend son ministre déclamer des vers du Shahnameh, et donc il demande dès qu'ils sont ce vers, ils inspirent du courage. Et les ministres répondit, ils sont du malheureux Aboul Qasim Ferdowsi, qui a peiné 25 ans pour mener à bien son poème et qui n'en a tiré aucun profit. Tu as bien fait de me le rappeler, car j'ai bien regretté d'avoir trompé l'attente de cet homme noble. Reparle-moi en Ghazna que je lui envoie quelque chose. Ainsi fit les ministres, Mahmoud ordonna d'envoyer à Ferdowsi des l'indigo pour une valeur de 60 000 pièces d'or, de la transporter à tous sur ses propres chameaux et de lui faire des excuses. Depuis des années, les ministres travaillaient à ces résultats qu'il obtenait enfin. Il fit partir la caravane qui parvint intacte au quartier du Tabaran. Mais tandis qu'elle passait la porte de Routbar, les convois funèbres de Ferdowsi passaient la porte de Razan. Donc le final est bien tragique. On ne sait pas s'il y a quelque chose de vrai dans l'histoire. En tout cas, l'authenticité de la satire et la question de la réception du Shahnameh ont fait et font toujours l'objet d'un débat. Certaines études récentes soulignent à quel point les poèmes de Ferdowsi sont restés un modèle isolé au sein de la production littéraire samanide et ghaznevide. Julie Scott, mes amis, impute cela à l'évolution du goût littéraire et au triomphe des narrations historiques qui adoptent une perspective islamique, comme l'histoire de Balami. Ghazal Dabiri a plus récemment remarqué l'absence d'un propos légitimateur explicite dans le Shahnameh. Sans rentrer dans ce débat, je me limiterai à constater qu'il était sans doute difficile de pourvoir une rétribution adéquate pour un poème comme le Shahnameh, qui, avec ses 50 000 vers composés sur une période de 25 ans environ, s'est différencié nettement de la poésie des circonstances produite à la cour de Ghazni. En dépit de l'anomalie du Shahnameh, plusieurs indices attestent que ces textes étaient bien connus par les contemporains de Ferdowsi. Asadullah Suren Melikian Shirvani, dans son article « Les livres de roi, miroir du destin », paru dans Studia Iranica 1988, a identifié plusieurs allusions aux histoires et aux personnages du Shahnameh chez les poètes ghaznévides. L'un d'entre eux, Farouchi Sistani, atteste aussi de l'existence d'un Shahnameh Khan chargé de réciter l'épopée iranienne à la cour. De plus, à partir du milieu du XIe siècle, plusieurs Maznavis ont apparu qui approfondissent certains épisodes du Shahnameh, en particulier les histoires des héros du Sistan. Ces poèmes sont désignés collectivement comme cyclépiques persans. Ils ont fait l'objet de l'intervention de Gabriel Vandenberg, qui a dirigé un projet sur ces cyclépiques. Donc, pour en venir à l'épigraphie monumentale, en se basant sur les témoins matériels qui nous sont parvenus, les Ghaznévides auraient été les premiers, avec les Karakhanides, à orner leurs monuments royaux avec des inscriptions en persane moderne. Ces inscriptions se caractérisent par leur nature poétique et coexistent dans l'art ghaznévide avec de nombreuses inscriptions en arabe, l'arabe étant encore à l'époque la langue épigraphique par excellence. Voici la position de la capitale des Ghaznévides, Ghazni, anciennement Ghazna ou Ghaznin, sur une carte historique qui décrit la géographie de l'État ghaznévide au moment de son extension maximale, atteinte à la fin du règne de Mahmoud vers 1030. La ville est actuellement située dans une province de l'Afghanistan centre-oriental et la mission archéologique italienne en Afghanistan y a effectué plusieurs campagnes de fouilles et prospection entre 1957 et 1978. Ces recherches archéologiques ont mené à la découverte d'un palais royal dont les phases d'occupation principales semblent dater de l'époque ghaznévide tardive, soit du début du XIIe siècle. Voici les plans du palais, donc articulés autour d'une cour centrale rectangulaire, sur laquelle ouvrent 4 rivans, ainsi qu'un total de 32 cellules, donc tout ce périmètre-là, 32 cellules précédées par des antichambres. Dans 8 antichambres, un riche décor architectural en marbre et en briques cuites a été partiellement conservé in situ. Observons en particulier des sections du lambris composées par des plaques en marbre sculptées à décor tripartite. Les registres supérieurs de ces plaques
contient des fragments des poèmes rédigés en langue persane et en écriture koufique fleurie. Une monographie consacrée à l'étude des inscriptions persanes du palais de Ghazni a été publiée en 1966 par Alessio Bombaci, turcologue et membre de la mission italienne. Dans ma thèse, je reprends l'étude de ce répertoire épigraphique qui a été élargi par les recherches postérieures et qui comprend actuellement un certain nombre de documents inédits. Une partie de ces inscriptions poétiques, parmi lesquelles celles trouvées in situ dans le palais, sont issues d'un Maznevi en maître Mutakareb. Elles partagent donc la même forme prosodique du Shahnameh de Ferdowsi. Cependant, la longueur réduite du poème, qui aurait pu difficilement dépasser les 100 vers, la fréquence des références à la religion islamique et les parallèles avec les vocabulaires et les images de la poésie panégyrique différencient les poèmes épigraphiques du Shahnameh. L'analyse textuelle de certains extraits montre pourtant l'influence de la langue de Ferdowsi sur l'auteur inconnu de ce texte. Nous citons l'exemple d'un vers qui décrit le souverain ghaznevide Massoud Ier, le fils de Mahmoud, comme Yaki Rosro Bordbaro Delir, Gahe Bazme Abro, Gahe Razme Shir, un souverain endurant et courageux lors du banquet nuage, lors du combat lion. Les adjectifs Bordbar, endurant et délire, courageux, apparaissent fréquemment dans le Shahnameh, où d'ailleurs le dispositif du Bazmoraz est largement utilisé. Nous pouvons citer, à titre de comparaison, 2 vers issus de l'un des éloges de Mahmoud, tirés du début du livre de Kay Khosrow. Alors, n'ayant pas la même aisance que Samra, je ne veux pas réciter le Shahnameh. Nous retrouvons en tout cas dans ces vers les Bazmorazm, la description du souverain au banquet et au combat, ainsi que la rime délire shir, souvent employée par Ferdowsi. Dans un autre cas, les comparaisons avec le Shahnameh ont permis de compléter un vers sculpté dans le palais de Ghazni dont la fin est perdue. Ce vers lit Badishan konad naz ruye zamin, Barishan konad arkasi ofarin. Donc les mots ofarin ne figurent sur aucun des bandeaux épigraphiques subsistants. Cependant, l'expression Barkasi ofarin kardan ou khondan, faire l'éloge, acclamer, est couramment employée dans la littérature de l'époque. En particulier, elle apparaît à plusieurs reprises dans le Shahnameh, comme dans les 2 extraits cités ici. Les vers affichés présentent d'autres similarités lexicales et syntaxiques avec l'inscription. Dans un cas, la répétition de l'expression Rouye Zamin, la face de la terre, littéralement, à la fin du premier hémistiche. Dans l'autre cas, les pronoms arkaz, aucun, qui suit le verbe. Ces points de contact révèlent que l'épopée de Ferdowsi constituait un modèle de référence pour la composition de vers en Mutakareb, en vertu du très vaste répertoire de rimes et de schémas syntaxiques qui étaient élaborés. Ces résonances étaient vraisemblablement bien perceptibles par le lecteur des inscriptions, bien que les échos du Shahnameh s'est mêlé dans ces textes poétiques à des passages composés sur un ton plus proprement panégyrique et à de nombreux termes d'origine arabe servant à développer le thème de la propagande islamique. Parmi les rares inscriptions en langue persane datant de l'époque pré-mongole que nous connaissons, aucune autre ne peut être rapprochée du Shahnameh. Pour cela, il faut attendre le début du XIIIe siècle et s'éloigner du cœur du monde iranien, qui à cette même époque était frappé par les dévastations des Mongols. Nous nous rendons ainsi en Anatolie, où les pouvoirs des Seljoukides des Roum, descendants d'une branche secondaire de la famille des grands Seljoukides, atteignaient son acmé sous des souverains qui, malgré leurs origines turques, portaient les noms des rois Kayanides dont les gestes avaient été chantés par Ferdowsi, Kay Khosrow, Kay Kavuz, Kay Kubad. Nous nous intéressons plus particulièrement aux inscriptions réalisées sur les remparts de certaines villes conquises et largement reconstruites par les Seljoukides des Roum, Sinope sur la mer Noire et Konya, qui était la capitale de cette dynastie. Izzeddin Keykavuz parvint à soustraire les ports de Sinope du contrôle des Byzantins de Trébizonde en 1214. Un an plus tard, les travaux pour renforcer les remparts étaient accomplis et un total de 15 inscriptions, sculptées sur des plaques en marbre,
furent encastrés dans ces fortifications. Il s'agit pour la plupart des textes des fondations au nom du sultan Keikavus ou bien de ses commandants militaires. Scott Redford a récemment consacré plusieurs travaux à l'étude de ces inscriptions, qui incluent aussi des fates nommées. Donc on chante la victoire des Seljoukides, mais ce sont toujours en arabe. Par contre, une plaque inscrite située près de la porte de la citadelle affiche un texte poétique en persan qui est reproduit ici, probablement en maître Mouchtaz. Alors, je n'ai pas une photo avec une bonne définition à vous montrer, mais à titre de comparaison, voici une autre inscription des synopes contenant un texte de fondation bilingue en arabe et en grec. Et l'inscription persane, qui est très dégradée, montre une composition comparable. Donc chaque hémistiche est inséré dans un cartouche rectangulaire, mais l'écriture cursive employée diffère de celle que nous voyons ici, en raison de son tracé plus fin et plus souple. Une lecture partielle de l'inscription a été publiée en 1930 par Mehmet Beset. Le texte est très lacunaire, mais on remarque au deuxième vers les conquérants, Fattor, vraisemblablement le sultan Keikavus, est dit avoir conquis Sinope avec l'épée de Khosrow, Betire Khosrow, et être vainqueur de l'ennemi de Keikavus, Ghalibe Adouir Keikavus. Malgré l'influence du vocabulaire arabe, les tons épiques et les références au roi du Shahnameh sont bien reconnaissables. La partie finale de l'inscription donne les noms du commanditaire des travaux de construction de la tour. Il s'agit du commandant militaire d'origine servile, Hussam Eddin Youssouf, qui est également commémoré dans un texte de fondation en arabe. Voici la fin de ce texte arabe, où figurent les noms et les titres d'Hussam Eddin, qui est donc Al-Amir al-Isfa Salar Hussam Eddin Youssouf al-Sultani. Nous notons également que l'avant-dernière ligne du texte persan traduit assez fidèlement l'inscription arabe, ce qui nous mène à supposer que les textes étaient réalisés à une même date, à savoir en 612 de l'Hégire, 1215 de notre ère. Les remparts de Konya furent consolidés au début du règne du frère de Keikavus, Ala-ad-Din Keikubad, en 1221. Un compte-rendu de cette entreprise nous est transmis par l'histoire des Seljoukides de Roum, complétée en 1281 par Ibn Bibi. Cette source fait référence au relèvement des courtines des fortifications, à la construction des tours et à leur ornementation par une variété d'effigies en marbre poli et par des inscriptions. Un passage de cette inscription a particulièrement attiré l'attention de Bombaci, qui a consacré à ce sujet un article paru en 1969. C'est lui où l'auteur fait allusion aux versets du Coran, hadiths prophétiques célèbres, proverbes, sentences et vers du Shahnameh qui auraient été inscrits sur les remparts. Malheureusement, ces inscriptions ne sont pas préservées, elles avaient déjà disparu à l'époque d'Ibn Bibi. Il est donc impossible d'établir si l'information est véridique et si les inscriptions de la dernière catégorie évoquée correspondaient à des passages tirés du livre des rois ou bien à des vers inspirés par l'épopée de Ferdowsi, mais destinés à célébrer les exploits des Seljoukides de Roum, comme c'était le cas à Sinope. Comme le montrent ces dessins, faits au début du XIXe siècle, ainsi que de nombreux travaux, les Seljoukides remployaient sur les remparts des villes anatoliennes un grand nombre de matériaux grecs et byzantins. Il y a par exemple une statue d'Hercule, et réalisaient eux-mêmes des bas-reliefs figuratives, par exemple des aigles, des lions, donc des symboles du pouvoir. Nous assistons donc à un double processus d'appropriation. D'une part, ils s'approprient les lieux et les symboles du pouvoir de leurs prédécesseurs dans la région, et d'autre part, ils mettent en valeur l'héritage culturel persan en choisissant le Shahnameh comme source d'inspiration de leur discours de propagande. Gagnons enfin l'Iran pour revenir sur un site qui nous a transmis un témoignage absolument extraordinaire au sujet de la pratique d'inscrire des citations du Shahnameh, les palais Ilkhanide d'Abaka Khan à Tarte Suleiman. Puisque Delphine Miroudot a déjà présenté ces sites et ces matériaux en montrant les magnifiques carreaux en céramique conservés au Louvre, je me limiterai à soulever quelques questions. Voici l'emplacement de Tarte Suleiman dans la région d'Iran appelée Azerbaïdjan occidental, à 200 km au sud de Tabriz.
le nom de trône de Salomon est entré probablement dans l'usage à l'époque safavide, tandis que dans les sources ilkhanides, le lieu est connu comme Sururlur, en turc lieu riche en marmottes. Les palais ici fondés vers la fin du XIIIe siècle n'est que l'un des nombreux palais ilkhanides dont nous parlent les sources, et servait de résidence d'été et réserve de chasse. Et les Mongols pratiquaient en effet la chasse à la marmotte. Je montre rapidement une vue aérienne et les plans de la phase ilkhanide du palais qui intègrent certaines structures anciennes, donc sassanides. On remarque la cour rectangulaire qui entoure le lac, et les modèles iraniens des 4 ivans est maintenu, mais les ivans latéraux sont déplacés, ils ne sont pas sur l'axe médian, mais ils sont vers le nord. Cela est dû probablement à la configuration particulière du site. En plus, les ilkhanides ajoutent des structures polygonales, comme là, là et là, qui rappellent la forme d'une tente. Pour en venir aux éléments des décors architecturaux en céramique qui portent inscrits des vers du Shahnameh, voici un carreau issu d'une frise qui offre le même modèle que ceux qui devaient orner les palais, bien que sa provenance soit inconnue. Nous devons à plusieurs études approfondies des Mélikian Shirvani la lecture des inscriptions sur ce type de carreaux et l'identification des concordances avec des vers du Shahnameh. Ces chercheurs ont également signalé les adaptations qui sont parfois apportées au texte. Dans ce cas, l'inscription lit « Bene gushu delro beavoye chang » « Donne tes oreilles et ton âme à la mélodie de la harpe ». Mélikian Shirvani a associé ce texte au deuxième hémistiche d'un vers qui figure dans la partie initiale de l'histoire des Bijanu Manijé et qui décrit le souverain Keikhosro assis en banquet parmi les grands de l'État. Nous remarquons que les verbes utilisés sont différents, donc Dodan devient Nehodan dans l'inscription, où ce même verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier et à l'impératif. Cela pourrait impliquer que les textes s'adressaient directement au Khan, ou au propriétaire du palais, ou au lecteur. Nous notons encore l'inversion des mots gouche et del. Cet exemple montre que les variations par rapport au texte du Shahnameh que nous connaissons sont parfois considérables. Nous pouvons expliquer cela en supposant que les artisans et calligraphes citaient des versions qui sont perdues aujourd'hui. Mais on peut également envisager une approche assez libre au texte source, signe que l'épopée iranienne participait de ce que Gabriel Vandenberg a qualifié de living tradition et que son texte pouvait être adapté pour servir un propos particulier. Une autre hypothèse intéressante avancée par Mélikian Shirvani concerne l'emplacement originel de certaines frises était basée sur l'étude de cette illustration tirée d'un manuscrit du Shahnameh, probablement produit à Tabriz au XIVe siècle et conservé au musée du Topkapi. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver une photo en couleur. Et Nouran Atasohi avait identifié cette scène comme une représentation de Jamshid enseignant les arts du métal aux Iraniens. Mais l'analyse de Mélikian Shirvani a montré qu'il s'agit plutôt des Keikhosro trônant dans les palais d'Azargoshasp et que les métaux ne sont que les armes ramassées sur le champ de bataille après sa victoire sur le Div. Or, cette forteresse, soustraite à Ahriman et transformée par Keikhosro en temple du feu, est associée par la tradition au site de Tarte Suleiman. De plus, dans le cadre des livans qui abritent les troncs, on reconnaît une frise épigraphique qui peut renvoyer à certains registres du décor du palais ilkhanide, sauf pour le fait que l'inscription est ici en écriture koufique, tandis que sur les carreaux, on avait vu du coursif. Les passages de droite correspondent au premier mystiche de l'exorde du livre des rois, la doxologie adressée à Dieu. Les passages de gauche pourraient être une citation abrégée d'une autre invocation à Dieu qui apparaît vers la fin de l'ouvrage dans le livre de Yezdegerd. Donc les textes en bleu, c'est lui qui figure sur les manuscrits. Puisque certains carreaux céramiques provenant ou pas de Tarte Suleiman contiennent des extraits de l'exorde du Shahnameh, il est possible de supposer que cette partie du texte occupait en effet une place d'honneur dans les décors muraux des palais ilkhanides.
De cette hypothèse, Melikian Shirvani dérivait certaines des interprétations mystiques de ces décors sur lesquelles je ne veux pas m'attarder. Bien sûr, nous pouvons également rester sceptiques et supposer que les calligraphes avaient reproduit les vers qu'ils connaissaient mieux et que dans la dernière partie, il avait juste juxtaposé des mots épars. Plus nombreux sur le site étaient les carreaux lustrés en forme d'étoiles et de croix, où les vers de Shahnameh étaient combinés avec des citations d'autres auteurs, Khayyam, Rumi, Abu Saïd Aboul Khair et d'autres. Donc nous avons observé il y a 2 semaines des beaux exemplaires conservés dans des différentes collections. Je montre ici des fragments moins jolis, mais qui ont été trouvés in situ. Plusieurs chercheurs ont travaillé sur les inscriptions des carreaux similaires provenant de Tagh Suleiman ou d'autres sites. Mehdi Bahrami et Levon Ghuzalian dans les années 1940 et 50, Abdullah Gouchani et Melikian Shirvani dans les années 1990. Et aujourd'hui, c'est Mariam Kolbadinejad qui a pris le relais et qui est la co-responsable avec Delphine Miroudot du Medieval Kashi Project. Et en l'attente des résultats de ce projet qui vise à créer une base de données globale des inscriptions sur les carreaux étoilés, nous avons pu consulter des tableaux récapitulatifs présentés dans la thèse de la japonaise Tomoko Masuya, de Ilkhanid Faiz et Tagh Suleiman, soutenue en 1997. Ces tableaux proposent des concordances des auteurs, des vers cités et des études précédentes. Masuya suggère de distinguer les citations du Ferdowsi en des citations longues, donc qui comptent plus de 2 vers et qui sont souvent tirées du début d'une histoire. Donc on a déjà rappelé la théorie selon laquelle ça serait des aides-mémoires pour le lecteur qui se rappellerait ainsi la suite de l'histoire. Et outre citations longues, on a des citations courtes, donc qui sont de 1 ou 2 vers et qui contiennent des maximes isolées du contexte narratif. Masuya remarque encore que les mêmes histoires et souvent les mêmes vers reviennent sur différents carreaux et puisent dans un répertoire limité de citations. Il s'agirait de certains adages et des chapitres les plus populaires du livre, comme l'ouverture de l'histoire de Rustam Sorab, dont une véritable édition sur céramique peut être reconstituée en recoupant les textes des carreaux connus. Nous avons transcrit ici les textes qui figurent sur les carreaux en haut à droite, donc ça, et qui commencent là. En bleu, j'ai noté les modifications par rapport à l'édition de Khaligi Motlar, qui concerne spécialement les temps verbaux, et en rouge, les parties manquantes. Alors, la section centrale, voilà, de là à là, était probablement inscrite dans la moitié perdue de l'objet, mais on voit que, par exemple, à la fin, des mots sont omis, et cela est probablement dû au manque de l'espace. En fait, on pouvait abréger le texte. Et avant de passer la parole à Agnès Korn et Rostam Sogdian, je vais remarquer que des carreaux étoilés comparables à ceux de Tagh Suleiman proviennent aussi des bâtiments religieux ou funéraires fondés pendant la même période en Iran ou en Azerbaïdjan. Cela montre que ce type de décor était bien répandu et non exclusivement utilisé dans les palais ilkhanides. Nous citons enfin 2 monuments funéraires qui étaient ornés par des vers du Shahnameh inscrits dans d'autres techniques que les revêtements en céramique. À Konya, un vers au contenu moralisateur est inscrit sur la bordure d'une fenêtre dans les mausolées d'un official de Seljuki Derum, mort en 1288. À Hamadan, une inscription en stuc sculpté qui fait les tours de la chambre intérieure du mausolée contient des vers tirés de l'exorde du livre, intercalés par des ajouts qui augmentent la portée religieuse du message. Donc, ce que je veux montrer, c'est aussi qu'il faut faire attention parce que parfois on lit dans la littérature, il y avait inscrit des vers du Shahnameh. En fait, c'est soit des vers où le Shahnameh est cité mais intercalé à d'autres vers anonymes, soit le Shahnameh est adapté. Donc, ce n'est pas toujours le Shahnameh tel que nous le connaissons. En conclusion de ce voyage sur les traces du Shahnameh inscrit, nous constatons que nos étapes ont été rares et éloignées entre elles.
Cela dépend sans doute du fait que plusieurs témoignages sont perdus. Toutefois, si nous essayons de tirer des conclusions à partir des vestiges préservés, nous observons que, à l'époque de sa composition, les poèmes de Ferdowsi ne jouaient pas un rôle majeur dans l'épigraphie monumentale, en dépit de l'adhésion de l'historiographie au mythe des ancêtres. Ainsi, les Ghaznavides inscrivent un Masnevi dans leur palais, mais les résonances du Shahnameh restent sur le fond, tandis que les thèmes islamiques et les motifs classiques du panégyrique se dégagent. 2 siècles plus tard, alors que les liens des dynasties régnantes avec l'identité persane deviennent plus faibles, les livres des rois est de plus en plus exploité en tant que source d'inspiration d'inscriptions monumentales. Sous les tours seljoukides des Roum et les Mongols iranides, l'épopée iranienne est investie d'une nouvelle fonction, légitimatrice. Était souvent citée dans les chroniques, comme la chronique de Ravandi, ainsi que dans les registres épigraphiques sur les remparts des villes et dans les résidences royales. Les vers de Ferdowsi sont rarement cités tels quels nous les connaissons aujourd'hui. Nous pouvons imaginer que les artisans s'inspiraient des versions perdues du poème. Mais plusieurs éléments indiquent que les variantes résultent parfois d'adaptations ou ajouts intentionnels conçus par les calligraphes ou par leurs mécènes. Dans certains cas, nous rencontrons des textes qui imitent juste la musicalité et le style de Ferdowsi, mais qui traitent d'événements de l'histoire récente, comme c'est le cas à Sinope. La diffusion des citations du Shahnameh dans les décors épigraphiques des monuments civils et religieux entre le XIIIe et le XIVe siècle montre que certains passages ou adages tirés du poème, probablement bien connus par les contemporains, se prêtaient à servir des propos diversifiés et étaient rentrés dans les langages artistiques courants sous la forme d'invocations, admonitions et de mémoire. Je vous remercie.